Si je me promenais dans la rue et que j'interrogeais un certain nombre de citoyens au hasard, je suis sûr qu'un certain nombre d'entre eux, c'est un sondage complètement inventé, hein, mais je suis sûr qu'un certain nombre d'entre eux me diraient l'ONU, ça ne sert plus à rien. Et ce serait d'autant plus corroboré par l'actualité qui montre qu'aujourd'hui, ben, les États-Unis ou la Russie ben, décident de leur intervention militaire et se fichent des résolutions, quand il y a des résolutions, de toute manière, contre ces interventions-là. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ces personnes? Les apparences sont parfois trompeuses, hein. C'est vrai que quand on regarde le conflit en Ukraine qui dure depuis 4 ans, on se dit que fait l'ONU? Mais ça ne dit pas toute l'histoire. Parce que d'abord, il faut se rappeler que l'ONU distribue des dizaines de milliards d'aides humanitaires par an et que, y compris en Ukraine au moment où nous parlons, il y a le Programme alimentaire mondial, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Toutes les instances de l'ONU sont sur le terrain. À Gaza également, l'Organisation mondiale de la santé vaccine les enfants, le Programme alimentaire mondial distribue de la nourriture quand on peut rentrer dans l'enclave. Donc il y a déjà une utilité très concrète de l'ONU. J'aurais presque envie, de façon un peu provocante, de vous interrompre en disant, mais aujourd'hui, vous voyez, les pays doivent s'occuper d'abord de leurs problèmes plutôt que de s'occuper de la faim et du programme alimentaire de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ces personnes-là? Que même les pays qui sont les mieux dotés ou les plus nantis ont intérêt à ce que ce soit pas trop le chaos partout. C'est quand même un peu une illusion, en général, mais particulièrement à notre époque, de penser que quelque part dans la planète, sur la planète, il pourrait se passer des choses qui ne reviendraient pas nous toucher un jour. On sait très bien que quand des pays sombrent dans le chaos, que des gens meurent, se battent, etc., que même si c'est très loin, ça finit par avoir des conséquences chez nous. Alors il y a la question des migratoires, évidemment, ça provoque des réfugiés, mais indépendamment de ça, une crise, ça peut dégénérer, déborder chez le voisin, et de fil en aiguille venir chez nous. Donc c'est une vision assez courte de penser qu'on peut rester tranquillement chez nous en disant bah ces guerres, ces crises ne nous concernent pas, qu'ils meurent tous. Donc en fait, ce que vous dites, c'est si on n'a pas cet intérêt presque moral de vouloir aider ces personnes qui sont en détresse, faisons-le déjà pour nous prémunir des conséquences éventuelles. Mm. L'analyse intelligente, c'est ça, c'est de voir, c'est d'anticiper. Et on sait très bien qu'il y a toujours des effets en chaîne, des réactions induites, et que si on n'est pas un peu clairvoyant et un peu solidaire, ben on finit par en payer le prix. Et pour prolonger notre réflexion sur que dire à quelqu'un qui doute de l'intérêt de l'ONU, au-delà des aspects humanitaires qui sont quand même très importants, hein, on a vu pendant le Covid, l'ONU a réussi à distribuer des vaccins, etc. Donc c'était important pour que la maladie ne se propage pas. Mais au-delà de ces aspects sanitaires et humanitaires, tous les jours, le Conseil de sécurité de l'ONU travaille. C'est-à-dire, il vote à peu près 50 résolutions par an. Et encore il y a quelques jours, il a voté une résolution contre le financement du terrorisme en Afrique de l'Est, où Ouais. il y a des mouvements qu'on appelle les Shabab, qui tuent des dizaines de personnes dans les centres commerciaux au Kenya, en Tanzanie. Et puis par ailleurs, tout ça est très poreux avec le Proche-Orient, si vous regardez une carte. Donc voilà, le Conseil de sécurité s'occupe de ça. Il s'occupe de l'aide humanitaire en Asie. Il a même réussi à voter un programme pour d'aide humanitaire en Afghanistan. Euh, donc, on sait que le Conseil de sécurité est saisi, y compris par les États les plus belliqueux. Les États-Unis d'Amérique, il y a 2 jours, sont venus défendre leur résolution devant le Conseil de sécurité concernant Gaza, concernant l'Iran. Les Russes, qui violent la charte de l'ONU en Ukraine, ils sont présents sur d'autres dossiers. Alors justement, Donc, qu'est-ce que ça montre ça, cette utilisation, enfin, faire des résolutions dont on sait qu'elles ne seront pas acceptées, qu'elles seront même rejetées. Vous dites même dans le livre, et c'est intéressant, vous dites que les Russes souvent reprochent aux résolutions d'avoir été faites
pour être rejeté de toute manière par le côté russe. Alors, ça sert à quoi tout ça? Est-ce que c'est pas du temps perdu finalement, de l'énergie et de l'argent perdu? Ah, c'est vrai qu'il y a un jeu, hein, faut reconnaître, hein, il y a un côté théâtre diplomatique. Ouais, On va mettre un texte, sur la table du Conseil de sécurité pour se donner le beau rôle, ou bien pour piéger un adversaire en mettant dans le texte des choses tellement énormes. On sait très bien qu'il ne sera pas content, mais on ça sera pourra jamais voilà, accepté, ouais. voilà, on fait du théâtre, Ouais, voilà. Mais indépendamment de ça, on constate quand même que ces résolutions, servent de marqueur. d'accord. D'abord, ça permet de savoir qui pense quoi sur un sujet. Mmh. La France, récemment, a posé sur la table du Conseil de sécurité une résolution sur la protection des femmes et des filles dans les conflits. Et donc, ça a permis déjà de poser cette question. Les femmes sont particulièrement victimes des conflits, les petites filles en particulier, avec des crimes de guerre, par ailleurs, particulièrement monstrueux concernant les femmes. Eh bien, on a vu que d'abord la très grande majorité du Conseil de sécurité était pour, et que les Américains ont essayé, parce que le gouvernement Trump est poussé, vous savez, par des mouvements un peu rétrogrades, qui n'aiment pas les droits des femmes, etc., ont essayé d'amender le texte pour enlever des choses, etc. Donc finalement, cette résolution a été adoptée avec des amendements. Donc elle existe, cette résolution, et elle va servir de point de repère. On a vu qui était pour, qui était contre, comment les uns et les autres se comportaient, ce qui permet d'ailleurs, par exemple, au mouvement féministe aux États-Unis, de dire ah bah, vous voyez, notre gouvernement, il a fait ça. Donc ça sert de révélateur. Et puis après, plus concrètement, le fait qu'un texte existe, ça rentre dans la machine diplomatique et dans les instances de l'ONU, les programmes d'aide. On va se servir du texte pour dire bah voilà, le Conseil de sécurité a voté ça, le texte, c'est ça la règle, c'est ça l'objectif. Et donc ça va servir en gros de feuille de route. Mmh. Alors c'est pas forcément spectaculaire, parfois les textes sont malmenés, etc. Mais ils servent de point de repère, ils permettent de savoir où on est, et puis après ils vont servir de guide pour l'action à toutes sortes d'institutions, d'organes ou d'organisations non gouvernementales. D'accord. Je voudrais vous montrer une vidéo d'une interview que j'ai faite avec Jacques Attali qui parle justement de l'ONU. Les institutions internationales, et, aujourd'hui on parle beaucoup de l'ONU par exemple, mais sont-elles devenues inefficaces? Elles l'ont toujours été. Les Nations Unies ont toujours été une institution qui n'est pas une institution supranationale, qui est juste un forum de rencontres et de discussions où chacun vient faire son discours. Mais ça n'a pas d'autre intérêt que de permettre aux gens de se rencontrer, rien de plus. Donc il n'y a jamais eu une institution. Il y a une institution qui avait vaguement un pouvoir véritablement supérieur, qui était l'OMC, l'Organisation du commerce, parce qu'il avait le pouvoir de régler les contentieux entre deux pays sur l'organisation du commerce. Mais les Américains en sont sortis et donc cette organisation n'existe plus. Donc il n'y a pas d'organisation internationale. Les mauvaises langues disent que Jacques Attali rêve de créer un gouvernement mondial dont il serait le premier président. Non, mais Mais vous n'êtes pas mauvaise langue. non, mais je ne suis pas mauvaise langue. Non, le verdict est un peu caricatural, et, parce que c'est devenu un peu la mode hein, aujourd'hui, hein, de taper sur l'ONU. D'ailleurs, entre nos soldats, j'ai jamais compris pourquoi les cyniques se pensaient plus intelligents que les autres. Donc, bon. Alors, l'ONU est un forum de discussion, heureusement. C'est l'un de ses premiers intérêts, c'est vrai, d'avoir un espace, je veux dire, avant l'ONU, avant la Société des Nations, quand les États avaient besoin de régler un problème, il fallait convoquer une conférence diplomatique, se mettre d'accord avec les plénipotentiaires, trouver un lieu, etc. Là, on sait où c'est. Les procédures sont déjà prêtes, on sait qui fait quoi, on sait comment s'exprimer. Donc c'est extrêmement pratique. Mais donc c'est important d'avoir ce lieu, mais au-delà de ça, l'ONU sert à bien d'autres choses. Elle a donc été en 80 ans le lieu de négociation de centaines de traités sur toutes sortes de sujets, pas seulement humanitaires, mais récemment elle a adopté un grand traité sur la protection des océans, qui sert de cadre à la protection donc, des océans. L'ONU a adopté la première résolution mondiale sur l'intelligence artificielle.
les États étaient tellement enthousiastes qu'il va y avoir il y a des groupes de travail qui ont été créés et on va probablement adopter un autre traité et puis voir comment on peut concrétiser tout cela. Donc c'est très important parce que ces traités servent de cadre normatif à l'action des États. Et puis l'ONU est aussi un cadre où on va, comme on l'a dit tout à l'heure, distribuer de l'aide humanitaire, faire avancer, moi je ne sais pas, l'éducation des femmes en Afrique, protéger le patrimoine mondial en Asie. Enfin, il y a des centaines de programmes qui remplissent des missions. Et puis encore une fois, sans les opérations de maintien de la paix, sans les casques bleus, il y a des tas de gens qui seraient morts au moment où nous parlons. Donc l'ONU remplit beaucoup de missions extrêmement importantes. Le grand défi, c'est que les États continuent à s'y investir. Parce que, effectivement, les États restent des États souverains. D'ailleurs, je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Et le défi de notre époque, c'est comment inciter ces États souverains à jouer le jeu de la coopération internationale et à se rendre compte que c'est dans leur intérêt. D'accord. Mais comment peuvent-ils jouer le jeu? Alors, on va parler des 193 pays, moins, peut-être pour le moment, on va parler seulement de la Russie et des États-Unis comme étant ces grandes puissances qui semblent vouloir s'affranchir des règles de l'ONU. Comment peuvent-ils jouer le jeu si ces deux grandes puissances ne jouent pas le jeu? Alors ça, c'est le plus grand défi, je pense, mais il faut bien analyser la situation. C'est-à-dire que tout en ayant gravement violé la charte de l'ONU, la Russie et les États-Unis sont toujours très actives à l'ONU. C'est une situation un peu étrange. On aurait pu imaginer, d'ailleurs certains pronostiquaient ce fait que les États-Unis, par exemple, allaient quitter l'ONU, claquer la porte. Et en fait, non. Ils sont toujours là, ils sont présents dans toutes les réunions, ils négocient, parfois ils dépensent beaucoup d'énergie et d'argent à obtenir que des textes passent, que des résolutions soient mises au vote, etc. Donc tout ce petit monde continue de trouver de l'intérêt à l'ONU.